Vous êtes le frère d'Hervé. Première victime de décapitation en France, votre frère Hervé, chef d'entreprise, a été tué sur son lieu de travail, une usine à Saint-Quentin-Fallavier en Isère, par l'un de ses employés. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour Hervé le 26 juin 2015, votre frère? Son salarié a été dans son entreprise tôt le matin et ensuite il a prétendu une panne dans un camion pour que son employeur Hervé Candarassi déplace. Il l'a fait venir dans le camion, il l'a étranglé par derrière. Après l'avoir tué, il a pris le camion, il est parti, il s'est arrêté sur son chemin, il a décapité mon frère, il a utilisé sa tête comme un trophée, il a fait des selfies, il les a envoyés à ses amis, et puis il a été sur l'usine Seveso, il a accroché la tête de mon frère sur un grillage avec ses drapeaux pour faire ses affaires. Et ensuite, il a essayé de faire sauter l'usine Seveso, mais il ne savait pas utiliser les manettes dans le camion pour mélanger les gaz. Et finalement, il a juste fait sauter le camion, ou il a brûlé le camion, mais il n'a pas réussi à faire sauter l'usine. Donc il s'est jeté sur les bouteilles de gaz qui étaient dans l'usine, mais la sécurité l'a tout de suite arrêté. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi a-t-il été tué, votre frère? Pourquoi il a tué votre frère, cet employé? C'était quoi ses raisons? Mon frère était président d'une association des locataires des marronniers, là où il habitait. Il défendait les personnes qui y vivaient. Il essayait de leur arranger leur vie pour que ce soit plus agréable, plus confortable dans la cité. Il ne s'intéressait pas à la religion. Il avait des usines de transport, il avait une société de transport, il donnait du travail à plein de petits livreurs du quartier qui étaient musulmans aussi. Donc il n'y avait aucune raison de s'attaquer à lui, si ce n'est vouloir faire sauter la ville de Lyon. Parce que si réellement il avait réussi à mélanger les gaz comme il le fallait, je pense que la ville de Lyon n'existerait pas aujourd'hui, ou en tout cas serait bien... Est-ce qu'il avait reçu des menaces, votre frère? Est-ce qu'il avait dit quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pourquoi il s'est attaqué à lui? Je ne sais pas. On n'a jamais su. En fait, on a su par la suite que ce Yassine, il est parti en Syrie s'entraîner, qu'il avait plusieurs passeports, qu'il faisait le djihad, qu'il était revenu pour pouvoir faire son djihad en France. Ça, on l'a su après. Pourquoi est-ce qu'il a voulu tuer Hervé? Peut-être pour prouver à d'autres personnes que lui aussi il faisait le djihad en France et qu'il était capable de décapiter une personne. C'est ce qu'il a fait. En tout cas, il n'a pas décapité mon frère Hervé parce que mon frère avait blasphémé. Parce que mon frère avait utilisé un croquis. C'est pas une raison, mais voilà. Non, c'était vraiment pas. C'était pour autre chose. Alors, Hervé faisait du bien même. Ah oui. Bah oui. Hervé faisait du bien. Ah oui. Aujourd'hui, je sais que vous êtes en colère. Service des gens. Comment? Aujourd'hui, je sais que vous êtes en colère puisque cette affaire, elle a eu lieu il y a 5 ans maintenant. Qu'est-ce qui a été fait depuis 5 ans pour vous, en fait, cette affaire? En fait, je voudrais expliquer ma colère pour que les gens comprennent quel genre de colère j'ai. Allez. Déjà, c'est pas de la déception. Hein, c'est pas de la déception comme Perrette et le pot au lait. Vous savez, c'est pas du tout ça. Hein. C'est une colère qui est nourrie par des choses qui sont arrivées lorsque mon frère a été décapité. C'était vraiment très difficile et très violent comme nouvelle à croire. C'était vraiment terrible. C'était la première fois que ça arrivait en France. Et généralement, souvent on entendait des décapitations, mais sur les lieux de guerre. Là où c'était la guerre, les gens se tuaient, mais pas en France, ailleurs. Et là, pour la première fois, c'était en France. Et donc ça a été un choc. Vraiment un choc, mais d'une violence inouïe. Donc les premiers jours, on était traumatisés. Les gens sont venus nous parler, mais on ne savait vraiment pas ce qui se passait vraiment. Et je pense qu'il m'a fallu au moins deux belles années pour arriver à remettre les pieds sur terre et pour arriver à réaliser que, oui, c'était la vérité et oui, c'était bien en France. Alors, on a eu des gens qui sont venus de tous bords politiques pour nous parler, pour nous réconforter, pour nous dire qu'ils ne laisseraient pas faire. On a eu le ministre de l'Intérieur qui a fait un discours en expliquant que jamais ils oublieraient la famille Canara, que jamais ils laisseraient faire des choses terribles encore se passer. Ils ont dit aussi qu'ils avaient le devoir de mémoire. Ils ont dit aussi qu'ils voudraient riposter, qu'ils n'allaient pas laisser faire. Et en fait, je me suis fait à l'idée que ça allait se passer, qu'ils allaient vraiment s'occuper de nous. Et puis... rien n'a été fait. Quand j'ai entendu à la télévision qu'il y a eu une personne qui a été décapitée, il a d'abord été dit qu'il avait été décapité et pas que c'était un terroriste. Mais moi, dans ma tête, en fait, je m'étais protégé depuis 2-3 ans pour éviter de regarder les choses qui me déplaisaient et qui me ramenaient des souvenirs négatifs sur l'assassinat de mon frère. Ma famille faisait pareil, ma mère faisait pareil. Et en fait,
je pensais que j'étais protégé à l'intérieur de moi-même de ce qui pouvait arriver et que je pourrais arriver à vivre la vie comme les autres. Mais en fait, quand j'ai entendu ça, ça a réveillé en moi un dragon, vous voyez, comme une énergie où je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, ils vont pas le refaire. Et donc on se dit, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a été fait? Où sont les promesses qui ont été faites qu'ils n'allaient pas laisser les choses se faire comme ça? 5 ans après... Je comprends votre colère. Mais oui. Alors, c'est de l'amertume, c'est de la colère, c'est de l'incompréhension. Et j'ai rien de personnel contre le ministre de l'Intérieur. Pas du tout. À l'époque, en 2015, c'était qui? C'était Cazeneuve. C'était bien lui. Exactement. J'ai rien contre lui, mais contre sa fonction et ce qu'il a fait, le bilan, je trouve que c'est vraiment insuffisant. Moi, je comprends tout à fait ce que dit Didier, parce que et je me tourne vers Mounir. Mounir, on a vraiment l'impression, et je pense que tout le monde, ça fera l'unanimité ici, que après 1 jour, 2 jours, 3 jours, on a l'impression que les gouvernements qui succèdent sont vraiment à fond. Ils disent on va faire beaucoup de choses, on va faire ci, on va faire ça. Et il y a des semaines qui se passent, des mois, et puis après, on oublie, rien ne se passe, et on attend le prochain drame. C'est un petit peu ce que dit Didier. Voilà, les gouvernements succèdent, et on voit que les choses, mine de rien, n'avancent pas. Alors on a vu Darmanin, le ministre de l'Intérieur, là, qui a bougé dans tous les sens cette semaine. Voilà, il a agité un petit peu partout. Dans des sens même qu'on ne comprenait pas. Hein. Voilà, alors, les rayons communautaires dans les supermarchés, je ne vois pas quel lien avec le terrorisme. Hein. Il faut reconnaître. Mounir, parce que la colère de Didier, on peut la comprendre. Et c'est la colère de plein de gens aujourd'hui qui se disent, voilà, là, on a l'impression qu'ils sont sur la bête, qu'ils sont sur le coup, qu'ils sont sur le dossier, mais... Tant qu'il y a l'émotion. Tant qu'ils sont encore dans l'émotion, et quand l'émotion va passer, eh bien... on va dire, bon, bah ça y est, l'émotion est passée, on passe à autre chose. Donc comment on fait pour s'assurer que ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est vraiment un engagement sur le long terme, sur une transformation véritable de notre perception à nous tous, là, les Français, de l'État qui prend les décisions et des gouvernants aujourd'hui qui prennent les décisions. Et des décisions qui sont vraiment prises. J'ai entendu tout à l'heure, on parlait du ministre de la Justice qui disait qu'il n'y aurait plus d'anonymat sur les... C'est un souhait qu'il a depuis très longtemps. C'est un souhait, mais les souhaits et les ministres de la Justice... Attendez, allons jusqu'au bout. On ne peut pas caricaturer tout le sujet, il faut aller dans le détail de tous les sujets. Il faut aller dans le détail de tous les sujets. Il y a le sujet renseignement, il y a le sujet militaire. Il faut le dire une chose, cette guerre, elle est mondiale, et donc il faut qu'on intervienne. Depuis 2015, est-ce qu'on est intervenu le maximum possible contre tous les terroristes dans le monde? On est en soutien ou parfois en tête de ces opérations. Sur le renseignement, est-ce qu'il y a assez d'agents? À chaque nouveau drame qui apparaît, on voit les limitations. Donc on fait mieux, on fait plus. Mais on n'a jamais autant recruté d'agents de renseignement, que ce soit sur le territoire national ou le territoire international, que ces dernières années. Mais malheureusement, on ne les a pas attrapés, donc c'est que ça ne va pas. Et sur ce point, il y a eu aussi des erreurs qui étaient prêtes avant votre arrivée, et en particulier sur la question des Français qui ont combattu en Syrie. Après les attentats de Charlie d'Hypercacher de 2015, les services secrets syriens, qui est donc Bachar al-Assad, qui sont des ennemis de la France, ont proposé à la France, en l'occurrence à Manuel Valls, de donner la liste des Français, des djihadistes français en Syrie. Et Manuel Valls, c'est Bernard Squarcini qui le raconte, a refusé cette liste. Par obstination politicienne, en disant puisque je suis fâché avec Bachar al-Assad, je ne peux même pas maintenir une espèce de sous-truc opérationnel en dessous qui m'aiderait. Et il y a eu un tas, et on accumule les erreurs gravissimes. Qu'est-ce qu'on a fait si vous permettez, j'ai des choses à dire, j'ai vraiment des choses à dire. Excusez-moi. Tout ce qui est sur le domaine international, ok, c'est bien, mais pour nous, famille Cornara, c'est du pipeau. Pardon, je ne veux pas offenser qui que ce soit. J'allais dire, mais je vous dire juste, je voudrais s'il vous plaît. Je voudrais juste dire une chose. À l'époque de mon frère, on n'arrêtait pas de dire il faut empêcher les jeunes de partir en Syrie pour aller s'entraîner parce qu'ils vont se radicaliser. Ah bon, ils ne sont pas partis. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le petit Tchétchène? Il n'est pas parti en Syrie. Non. Et pourtant, il s'est radicalisé. Donc, ça servait à quoi? Vous voyez, ce genre de questions, nous, la famille Cornara, on se la pose. Et depuis 5 ans que mon frère a été décapité jusqu'à la semaine dernière, où un autre Français a été décapité, moi j'ai l'impression que le gouvernement, il est un petit peu comme une ménagère qui passe aspirateur, et derrière, il y en a qui mangent des biscottes et ils salissent de partout. Et donc le gouvernement, il se dit, on va changer l'aspirateur, on va en mettre un plus puissant. Et moi je dis non, il faut soit retirer les biscottes, soit empêcher les gens de les manger.
Mais changer l'aspirateur, ça ne va pas changer grand-chose. Vous savez, les terroristes, en général, ils meurent dans les attentats. Les musulmans français ou français musulmans n'y sont pour rien dans ces attentats. Et on va vous mettre d'accord sur une chose, peut-être tout ce soir. On parle d'un petit nombre de gens qu'on appelle ici la zone de porosité ou la zone grise, qui font que moi, je me souviens que dans les 70-80, j'étais élève. Il n'y avait aucun problème, ni avec les juifs, ni avec les musulmans. On allait à l'école, personne ne se posait la question. Moi, mon meilleur ami s'appelle Kamel Nedjar, je le salue ce soir. On allait en cours ensemble tous les jours. On ne faisait jamais allusion au fait qu'on était musulmans, juifs, mais aucune, jamais. On passait devant l'église, on passait... Trop de liens. Mais si, non, mais j'arrive au fait, si aujourd'hui il y a un problème, c'est qu'il y a cette zone, et qui est une zone qui est à la fois passive et active, une zone perverse, slime en anglais, une zone de glu, qui permet le collage entre des petits mecs qui ne savent pas se structurer, parce qu'ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas envie d'y aller, et cette zone qu'on exporte à la fois sur Internet et dans les pays en guerre comme la Syrie. Et si vous voulez, c'est cette zone qui arrive à faire le plein de musulmans tranquilles en les poussant imperceptiblement, de manière graduelle, vers le pire. Fatia Lécheri, il est l'heure. Si on pouvait être un peu positif, je n'ai aucune tendresse avec Macron et son gouvernement. On apprend. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un état de droit. Notre réflexe, c'est l'état de droit. Notre réflexe, nous, c'est pas... On nous a dit comment protéger les profs. On ne veut pas un policier dans nos classes. On n'en veut pas. L'état de droit, ça veut rien dire en soi. Parce qu'on n'a pas peur de nos élèves. On est bien en classe. Allez, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que des efforts ont été faits. On apprend des choses. On s'est rendu compte qu'il y avait des carences structurelles. Bernard Cazeneuve, quand il était Premier ministre, il n'a pas été très excellent. Par contre, maintenant, il dit qu'il faut... il joue le matamor. On s'est rendu compte que le niveau d'arabe de gens qui étaient censés espionner ceux qui parlent en arabe était nullissime. Voilà, on apprend, c'est fastidieux. Ce qui est terrible, c'est que ça se traduit par des morts de personnes. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs à notre question ce soir. Professeur Décapité, aurait-on pu l'éviter? Oui, à 79%, non, à 21%. Le Coran pour les nuls, c'est Tarek Oubrou qui est avec nous, recteur et grand imam de Bordeaux. Je vais vous laisser le mot de la fin, Didier. Oui, je voulais dire quelque chose. J'ai plein de choses à dire, mais je vais en dire une seule. J'ai vu Mme Taubira et j'ai demandé à Mme Taubira pourquoi... Elle était ministre de la Justice. C'était le ministre de la Justice à l'époque. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas averti mon frère que ce monsieur était un terroriste, qu'il était dangereux et qui conduisait un camion de liquide dangereux. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais répondu. Vous n'avez jamais eu de réponse? Jamais. Il était fiché Aucune réponse. Il était fiché S. Il était fiché. Ah oui. Il me semble qu'il était fiché S. Jamais. Aucune réponse. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que lorsqu'on a bu un tout petit peu trop d'alcool, un tout petit peu trop de bière ou peu importe, on n'a pas le droit de conduire. C'est interdit. Alors pourquoi les fichés S, ils ont le droit de conduire des camions, des transports publics, des bus, des camions qui transportent des liquides dangereux? Pourquoi eux, ils ont le droit de le faire aussi, oui. Répondez-moi, parce que je voudrais vraiment le savoir. Je ne comprends pas. Répondez à cette dernière question, Mounir, qui est intéressante. Déjà, moi, je veux dire que dans ce que vous exprimez, il y a énormément de dignité et qu'on doit tous aussi faire le silence et la mémoire de votre frère, et c'est très important. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait de ces fichiers S? C'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises ce soir. Les fichiers S dont on sait qu'il y a un risque majeur. Vous savez qu'on a voté une loi qui s'est fait retoquer en partie par le Conseil constitutionnel il y a quelques semaines, pour ceux qui sortent de prison et dont on sait qu'ils étaient radicalisés en prison, dont on sait qu'ils représentent un risque, mais dont la peine est terminée. Donc on ne va pas pouvoir les laisser dans la prison. Donc on doit les laisser sortir. Et nous, on a voté une loi pour dire qu'il va falloir qu'on puisse les contrôler plus, qu'on puisse les convoquer plus régulièrement au commissariat, qu'on puisse plus régulièrement avoir ce qu'on ne fait pas sur d'autres citoyens, mais sur eux, on le ferait parce qu'ils représentent un risque majeur. Est-ce que les employeurs seront prévenus? C'est notre volonté. Est-ce que les employeurs seront prévenus? Que sur les personnes les plus à risque, on puisse mettre plus de moyens et le faire. Les maires ne le sont pas assez. La justice se prononce sur des actes, c'est ça le problème. Merci. Pas sur des intentions. Merci, il faut la justice. Ce qui est très grave dans ces meurtres, quand ces terroristes meurent avant d'être jugés, c'est qu'on n'a pas cet événement qui est très important pour tous, c'est la justice publique. Malheureusement, le meurtrier de votre frère, il ne sera pas jugé. Il y aura une sanction. On l'a avec Charlie. Il y a 3 procès en ce moment. Malheureusement, nous n'avons pas les tueurs devant nous. Et ça fait du mal. Et donc, il faut qu'on soit capable de rendre justice aussi pour leur mémoire.